Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire UMGCCP sur les innovations et solutions techniques. Nous poursuivons notre série d'échanges autour des pratiques et outils qui accompagnent les professionnels de la couverture dans leur chantier au quotidien. L'objectif est de partager des retours d'expérience et des solutions concrètes pour améliorer la sécurité et la performance sur vos chantiers. Je me présente, Karine Bach, chargée des relations partenaires à l'UMGCCP. J'ai le plaisir d'animer cette session en compagnie de mes collègues Yves Butet, ingénieur technique à l'UMGCCP, et Zied Lasoued qui est avec nous en distanciel. Le thème du jour est maîtriser la couverture, inspection, installation et protection. Pour en parler, nous avons le plaisir donc d'accueillir 3 partenaires de l'Union qui vont chacun apporter leur expertise sur un aspect essentiel de la sécurité et de la performance en toiture. Nous avons avec nous donc Dimos, avec Christophe Guillemin, directeur des ventes. Bonjour Christophe. Christophe est avec nous aujourd'hui en distanciel. Il nous présentera des solutions pratiques sur les échafaudages, les garde-corps, les protections de rive, illustrées avec des retours d'expérience sur des cas complexes. Notre partenaire Abbott, qui est représenté par Jérémy Votard et Alain Lehec, spécialiste en énergie et inspection. Jérémy nous fera découvrir comment le drone peut devenir un outil clé pour sécuriser et accélérer vos inspections de toiture. Et notre partenaire CoverGuard avec Stéphane Marais, responsable du support technique, qui nous parlera des équipements de protection individuelle les plus adaptés aux couvreurs et aux spécificités de leur métier. 3 approches complémentaires qui répondent toutes à une même ambition: mieux protéger, mieux équiper et mieux accompagner les couvreurs dans leur quotidien. Chaque intervenant dispose de 15 minutes pour sa présentation. À la fin de chaque intervention, vous aurez la possibilité de poser vos questions sur la barre de discussion pour que vous puissiez dialoguer directement avec nos intervenants. Nous nous ferons également, nous vous informons plutôt que ce webinaire est enregistré, donc nous vous adresserons très prochainement les supports de présentation ainsi que le replay pour que vous puissiez le consulter et le partager également avec vos équipes. Merci à vous d'être présents pour ce nouveau rendez-vous de l'UMGCCP. Et sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à notre première... bonjour Christophe, à vous la parole. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de l'invitation et puis qu'on puisse échanger ensemble et comment sur ce sujet extrêmement important qui est le travail en hauteur à destination de l'ensemble des corporations qui travaillent en hauteur, mais beaucoup aussi sur le couvreur, puisque nous, le couvreur, c'est notre partenaire et puis notre utilisateur privilégié chez Dimos. Donc, c'est un support qu'on a réalisé avec l'OPP BTP, que je remercie Sébastien Terrier pour les personnes qui connaissent, qui œuvrent aussi pour la protection collective et la protection individuelle des couvreurs. Alors, sans plus attendre, nous, on a commencer la présentation par la mise en avant des risques que l'on peut avoir au niveau du travail en hauteur et surtout des obligations qu'on doit avoir en tête par rapport à l'évaluation des risques. L'évaluation des risques, on va enfoncer des portes ouvertes, vous le savez. Identifier le danger, analyser les risques et hiérarchiser les risques pour trouver les meilleures solutions dans le cadre du travail en hauteur, privilégier en priorité la protection collective.
Alors, on fait un petit rappel normatif, c'est important. Je pense aussi que ce sont des informations que vous avez déjà, mais on est sur une base de normes européennes reprises en NF, la 13374, qui nous permet de donner un certain nombre de lisibilité sur le type de protection, le choix des protections par rapport au type de pente que l'on peut avoir. Donc la pente, la classe A, on est sur des pentes de 0 à 10 degrés qui correspondent plutôt à des toitures plates, métal, donc pour type étanchéité. La classe B, on est sur des protections collectives qui doivent résister donc à un certain type de test que je vais vous expliquer après. On est sur des pentes de l'ordre de 10 à 30 degrés, plutôt de la pente aussi métal, mais tuile par exemple. Et ensuite, on va être sur des classes C avec des pentes supérieures à 30 degrés jusqu'à 60 degrés. Donc cette norme en fait nous permet de calibrer le matériel adéquat, suffisamment résistant par rapport à des chutes qui pourraient avoir lieu sur ces types de pentes. Chaque matériel va être testé, va être tamponné pour dire qu'il est résistant à telle ou telle classe. Parfois, sur un matériel, il peut y avoir des erreurs entre la classe A, B ou C. La classe C va pouvoir fonctionner sur la classe A et B, forcément. Mais la classe A, la section des potelets, par exemple, va être beaucoup trop fin pour pouvoir être résistant si on a une chute sur des pentes à 45 ou 60 degrés. C'est extrêmement important, cette classification. Chaque matériel doit être vérifié et doit être utilisé dans les bonnes conditions. Pour le slide suivant, on va... justement, c'est une norme qui va nous répertorier le type d'essai à réaliser pour avoir la résistance nécessaire de nos matériels. Alors chez Dimos, on a fait fabriquer cette rampe. Les différents types d'essais dont je vous parlais, par exemple la classe A, on va être juste sur une pression du garde-corps et avec un décalage de X millimètres. Par contre, la classe, puisqu'on est en pente faible, la classe B, elle, on va avoir des tests avec des sacs sur le haut, le bas du garde-corps. La norme, d'ailleurs, évolue ou a évolué au mois de mai de cette année avec des essais un petit peu plus développés. Sur la classe C, là, on est sur un test dynamique. Chaque classe, en fait, va avoir des tests soit dynamiques et ou statiques à réaliser. Là, le test dynamique de la classe C, on va faire tomber un rouleau de 75 kg sur un rampant de 5 mètres avec une pente à 60 degrés. Donc, le but de cet essai, c'est que le rouleau ne tombe pas au sol. Le rouleau représentant la chute d'une personne sur une toiture avec ce type de pente. Donc, c'est un essai destructif, c'est un essai qui, comment dirais-je, peut faire cisailler. Là, par exemple, on voit de la brique, mais si le rouleau reste bien sur l'échafaudage, le test est validé, donc le matériel peut être tamponné, validé par un bureau de contrôle en classe C. Voilà les grands principes par rapport au type d'essai et pourquoi il faut vérifier les échafaudages, les garde-corps et les validations des classes par rapport à l'essai à faire sur la 13374. En ce qui concerne il y a énormément d'informations, mais on en a retenu deux avec l'OPP pour refaire des rappels. Par exemple, les taquets d'échelle, bon, ils ont été interdits il y a de nombreuses années. Néanmoins, il y a des systèmes, comment dirais-je, de mise en protection. Ce qu'on souhaitait faire avec ce slide, c'était bien expliquer qu'il faut un point d'ancrage sur la couverture, sur le mur, qui donne justement la résistance globale de l'échafaudage. Parce qu'il peut y avoir des types d'échafaudage où visuellement, ils sont
convenable. Néanmoins, s'il n'y a pas le point d'ancrage, on ne va pas pouvoir avoir la résistance nécessaire justement à cette chute de rouleau, par exemple, pour une classe C, ou bien un test, là on était en test dynamique, mais on a aussi un test statique à réaliser, c'est-à-dire qu'on a un test à l'extractomètre, par exemple, pour tester les points d'ancrage jusqu'à une résistance d'1 tonne. Et on a fait aussi un zoom sur la partie bois, où là, les planchers bois, en fait, ou tout ce qui est non manufacturé, produit naturel, c'est un test destructif, la classe C avec le test rouleau, on ne va pas pouvoir donner la résistance nécessaire à des produits naturels comme on peut avoir sur le bois. Et c'est pour ça nous, en tout cas, on préconise et on met en avant tous les produits type en acier ou en aluminium où on va pouvoir faire des tests répétitifs et puis donner vraiment la classe nécessaire aux accessoires. Si on passe au type d'échafaudage, donc nous, on va être spécialisé depuis bientôt 50 ans dans les échafaudages périphériques, donc volants, à installer directement sur le bas de pente ou sur le rampant de la couverture. Ça, c'est notre spécialité. L'entreprise a été créée d'ailleurs sur ce type de concept, donc à industrialiser en fait les anciens chevalets bois qui pouvaient exister même au Moyen-Âge pour l'industrialiser, le mettre en place, le valider, le tester, et essentiellement sur des, utilisations en couverture. Donc en protection bas de pente, ou bien en protection de rive. La protection bas de pente, vous la voyez sur la photo, en haut à droite, et la protection de rive, vous la voyez sur la partie en bas à droite. Nos échafaudages, donc, ils vont avoir des systèmes de lisse, de plainte, de plancher, télescopique ou non. Échafaudage télescopique suivant les débords de toit pour les bas de pente. Ils vont être adaptables avec des sapines d'accès pour avoir l'accès, avec des systèmes de palans, comme on peut voir pour monter les matériaux, comme vous pouvez voir en haut à droite. Alors, ces échafaudages, on va montrer la slide suivante où vous avez en fait le système, il va être vous allez pouvoir le positionner avec des sapines d'accès et vous allez pouvoir les lier les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on va avoir validé un certain nombre d'échafaudages de pieds. Qui ne sont pas, nous on ne fait pas d'échafaudage de pied, mais on a validé la mixité produit entre l'échafaudage de pied et certains échafaudages en console pour pouvoir justement avoir ce type de mise en place sur des toitures quand on n'a que la couverture à réaliser. Ce qui permet d'éviter un certain nombre de volumes de transfert de matériel, de monter un échafaudage de pied sur R+3, R+5, voire plus, quand on n'a que la couverture à réaliser. Au moment où on n'a que la couverture à réaliser, on va devoir donc, on parlait tout à l'heure des points d'ancrage. On va devoir avoir le point d'ancrage suffisamment résistant et testé pour pouvoir ancrer donc notre échafaudage volant sur le bas de la couverture et sur le haut du mur. Comme on disait tout à l'heure, une préparation forcément de l'échafaudage, de la mise en place de l'échafaudage, donc une préparation avec un calpinage. Le calpinage est nécessaire pour pouvoir positionner convenablement les points d'ancrage. On regardera après le type de point d'ancrage que l'on peut proposer. Et puis, on va pouvoir donc s'adapter à tout type de couverture. C'est un échafaudage évolutif avec des bases qui sont les mêmes pour tous les types d'échafaudage, mais on vient changer essentiellement le point d'ancrage. Donc sur le slide suivant, vous allez voir visuellement l'ensemble des possibilités, encore non exhaustifs, parce qu'il y en a encore plus, donc qui peuvent être proposées.
Donc la base est la même, donc là on voit l'échafaudage en console, triangulaire, avec un potelet d'une hauteur de 1,50 m. Et vous voyez sur la partie gauche de ces échafaudages les types d'ancrage que l'on peut proposer. On peut faire de la traversée de mur, comme vous voyez à gauche. Si on est sur des habitations existantes, on va pouvoir avoir un ancrage non traversant en chimique, en mécanique, avec une résistance à l'attraction de Newton, où on vient comment dirais-je, en suivant la notice, tester le point d'ancrage avec un extractomètre. On a des systèmes de crosse qui se mettent derrière la sablière. Des systèmes d'élingues qui peuvent se mettre autour de pannes pour éviter de toucher le mur ou la charpente si on est dans comment dirais-je, un chantier en rénovation. Donc il y a un grand nombre de solutions disponibles, testées, validées par les bureaux de contrôle avec les normes dont je vous parlais tout à l'heure. On a la même chose sans plancher de travail. Le potelet avec plusieurs configurations comme c'est présenté, on est là cette fois-ci juste sur un garde-corps de protection contre la chute. On ne va pas avoir le plancher de travail qui est lui-même sur la partie haute sur la console, une surface de recueil. Donc on va être surface de recueil, surface de travail sur les échafaudages en console, et on est juste en protection contre la chute sur les garde-corps bas de pente, qui fonctionnent, bas de pente et rive, qui fonctionnent de la même manière que nos échafaudages en traversée de mur, en point d'ancrage chimique ou mécanique, en système de serre-joint lors d'une panne, si on a une panne donc qui sort de la rive par exemple. Donc ce type d'échafaudage, et je pense qu'il faut vraiment bien l'avoir en tête, ça va être une surface de travail pour pouvoir travailler sur la couverture, comment dirais-je, mettre en place la couverture neuve, refaire du remaniage, etc. Mais ça va aussi être une protection, donc s'il y a une chute, pour retenir donc cette personne. Je confirme aussi une chose complémentaire, c'est que le test que l'on réalise, j'ai dit tout à l'heure, un rampant de 5 mètres. Et en fait, il vous faut une protection tous les 5 mètres. Imaginons qu'on ait un rampant sur une église de 10 mètres. Il faudra mettre une protection intermédiaire pour justement retenir la chute. Puisque si on a une chute de 10 mètres sur un échafaudage, malheureusement, ça sera aussi grave que de tomber au sol. On transmettra également les liens pour les vidéos. Il y a un certain nombre de vidéos, mais le temps nous était compté. Donc, on vous donnera les liens sur l'ensemble du montage, démontage de nos types d'échafaudage. Donc là, vous voyez un zoom sur les types de points d'ancrage qui sont donc utilisables et qui peuvent être mis sur l'ensemble des échafaudages ou garde-corps. Voilà, j'ai souhaité faire un petit zoom sur cette partie-là. Il n'y a pas dans nos échafaudages que des traversées de murs. Il y a un grand nombre de solutions techniques qui peuvent être mises en place. Là, on était sur un chantier un peu complexe avec une protection collective. C'était l'hôtel Marigny en face de l'Élysée, où il y avait des angles à réaliser, il y avait des points d'ancrage spécifiques sans abîmer la couverture. Donc on a fait des points d'ancrage qui n'existaient pas en fait. On peut faire des points d'ancrage sur mesure et qu'on a adapté après sur des produits standardisés chez nous. On fait un petit zoom et je pense que Yves, et je remercie Yves aussi de nous avoir permis de participer aux commissions donc couverture et un support qui va bientôt sortir en partenariat avec l'OPP BTP et la commission couverture. Donc c'était des protections, faire un état des lieux complet des protections de rives en toiture existantes. Alors le début du travail a été déjà de répertorier, d'analyser et d'échanger sur notre richesse en fait architecturale au niveau français, puisqu'on est
on sait qu'on a de beaux paysages, mais on a aussi de très belles couvertures, de très belles toitures et énormément de spécificités. Donc là, on voit par exemple des dés de bord de toit en rive. Après, on a analysé le neuf, la rénovation, les types de couvertures, tuiles, ardoises, métal. Et l'idée était de répertorier ces types de couvertures, ces types de rives, et surtout de présenter et de faire un guide de choix sur quel est le bon matériel. Est-ce que déjà le matériel existait et quel est le bon matériel que l'on peut proposer sur l'ensemble de types de rives et d'architecture. Et on a trouvé énormément de solutions techniques qui vont être mises dans un guide et présentées très prochainement et transmises au métier. Donc, le slide suivant, c'est encore d'autres solutions. Donc, vous aviez tout à l'heure, pareil, des points d'ancrage chimiques, mécaniques, traverser de murs. Là, vous avez la possibilité de mettre des protections de rives directement sur la couverture et sur les chevrons. Donc, entre guillemets, on n'a pas de solution miracle où ça va se mettre en un claquement de doigts, mais vous avez quand même des solutions existantes pour être sur un point dur, pour avoir les essais nécessaires, pour que ce soit valable par rapport aux normes. Et là, par exemple, la rive, on est en classe A, résistance, donc elle est plus faible qu'une chute de bas de pente, évidemment, mais néanmoins, il y a des normes, il y a des tests à réaliser pour être conforme. Vous retrouvez ensuite une autre solution technique, puisqu'on était là pour présenter les solutions techniques, donc un garde-corps sous panne évolutif qui s'appelle chez nous le produit Reversol, et vous allez avoir en fait un point d'ancrage sur des pannes Z, des pannes I, des pannes bois. C'est le même système qu'on vous a montré au slide d'avant, que l'on mettait sur la couverture, et là on peut le mettre sous la couverture cette fois-ci, en dessous de la couverture, même quand il n'y a pas de mur. Donc ça permet d'avoir la protection bas de pente et conforme à la classe B cette fois-ci. On fait un zoom aussi sur les points de vérification au niveau du matériel. Alors voilà, on vous a mis un certain nombre de points de vérification extrêmement importantes. Donc les pièces tordues, déformées, voilées, la corrosion. Donc toutes ces choses-là, c'est à réaliser. C'est un diagnostic et faire un point de votre matériel extrêmement régulièrement. Et on ne peut pas réutiliser, il faut détruire ce matériel quand vous voyez ces choses. Un des derniers points sur la partie toiture fragile, malheureusement, il y a toujours énormément d'accidents, de chutes de hauteur lors de changements de plaques, de fibres amiantes, fibres ciment, de translucides. Voilà. Donc, on fait un zoom cette fois-ci sur les solutions techniques. Le SecuriPlaque, ce sont des plaques. Donc derrière, vous aurez les vidéos qui seront disponibles avec les liens. Voilà. Donc là, nous, on va proposer cette fois-ci un plancher de travail ou de circulation pour pouvoir changer en sécurité les plaques de fibrociment ou de translucide directement en toiture avec un antidérapant. Donc ça va se mettre en système de H, et là vous pourrez en toute sécurité remplacer les plaques. Voilà, et ensuite vous aurez l'ensemble des services que l'on propose. Vous souhaitez qu'on se déplace, donc on rayonne sur l'ensemble de la France et en Europe également pour faire un point complet de votre matériel. On peut faire des produits spéciaux, comme on a dit tout à l'heure. On a un centre de formation, montage, démontage, d'échafaudage, qui est agréé et qui est également certifié Calliope pour la prise en charge au niveau de vos OPCO. Reprise de matériel de sécurité, camion de démonstration pour présenter le matériel, service de prescription avec un expert, service de calpinage, etc. Voilà, et vous avez à disposition des fiches produits, juste le slide suivant, avec les notices d'instruction, des vidéos de montage, de démontage, les catalogues de formation, un support technique
Voilà. Et puis un système de chantier bloqué, c'est-à-dire que vous avez un arrêt de chantier parce qu'il y a une petite non-conformité à corriger. On peut faire des départs entre 24 et 48 heures directement sur chantier pour vous renvoyer le matériel nécessaire pour pouvoir débloquer le chantier s'il manque un garde-corps à bout ou quelque chose comme ça. Et on a un centre d'expérience avec des partenariats au niveau national pour vous présenter le matériel. Donc sur Paris, on est sur l'Ecocampus. On a un partenaire aussi avec les compagnons sur Lyon, sur Rouen, sur Metz et un grand centre à Ancenis entre Nantes et Angers. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour cette belle présentation. Très très riche, il y a effectivement plein de choses à savoir. Nous allons reléguer ces informations à tous nos participants. On va passer la parole à Jérémy et Alan Dabot. Merci de votre présence, merci d'être parmi nous, de nous apporter également vos solutions via une nouvelle technologie. On vous laisse la parole. Merci bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir pour ce webinaire. Donc Jérémy pour Abot et Alan pour la même société. Donc pour nous présenter rapidement, nous faisons partie du groupe SNT2 qui est alors je vais passer à la slide suivante. Vous appuyez sur. Voilà. Donc du coup, voilà, nous sommes une des business units du groupe SNT2. Donc pour résumer simplement, le groupe SNT2, c'est 110 collaborateurs pour pouvoir vous proposer jusqu'à 20 000 produits. Donc concrètement, nous avons commencé simplement avec des petites caméras d'action qui ont été d'abord mis en question par notre président fondateur qui lui a commencé donc ce genre d'activité via les petites caméras, et très vite on a choisi de pouvoir mettre ces petites caméras donc sur des drones. Le but est de pouvoir aller faire de l'inspection assez rapidement directement d'une zone et de faire un lever de doute très rapide. De ce groupe-là est né donc plein de différentes activités. Donc Studio Sport qui est la principale pour tout ce qui est caméra d'action et drones pour le loisir. Bien évidemment, la société Abot qui est vraiment spécialisée sur les activités métiers que nous allons avoir avec les drones pour les professionnels. Et enfin, diverses autres sociétés qui sont là liées à des passions de notre dirigeant qui va aller sur un autre domaine. Notons également que nous sommes les revendeurs majoritaires de la marque DJI, que vous connaissez peut-être, sur les différents magasins à Paris, Lyon et Marseille. Nous sommes également donc centre de réparation agréé pour la marque DJI, qui est donc un acteur majoritaire, je dirais, du secteur du drone, et on le comprendra un peu plus tard. Voici les différents secteurs d'activité que nous allons pouvoir proposer avec les drones. Donc chez Abot, nous avons donc plusieurs secteurs d'activité qui sont liés à un commercial par vertical. Donc un sur le BTP à construction, on va pouvoir évoquer différents sujets. Un autre commercial qui va être plutôt lui sur la sécurité, donc avec vraiment des choses qui sont liées à la protection, l'agriculture, l'environnement et l'énergie. L'idée, c'est de pouvoir accompagner sur chaque verticale et chaque sujet directement l'activité métier et donc ces choses qui seront associées à ce sujet. Pour rentrer dans le détail, voilà ce que nous pouvons proposer avec un drone. Donc typiquement, vraiment le plus du drone, c'est de pouvoir un lever de doute sur le spectre visible avec un drone qui est dédié. Et comme vous pouvez le voir sur les petites photos qui sont juste à côté, tout simplement, on va pouvoir mettre le drone au-dessus d'une zone. Donc on va vraiment agir sur le premier lever de doute, le premier constat en fait des éléments qu'il y a à avoir. L'intérêt d'un drone que l'on va avoir, c'est simplement de pouvoir sécuriser la zone en ne vous rendant pas forcément immédiatement sur site, le lever à une hauteur donnée, le mettre en stationnaire et enfin agir avec les différentes caméras de façon à pouvoir zoomer très fortement. Sur les différentes photos qu'on va avoir, nous avons les différents niveaux de zoom que vous allez pouvoir avoir sur le drone et pouvoir voir immédiatement et rapidement l'état de la toiture et s'il y a des choses à faire ou non après. Donc là, vous pouvez voir simplement l'état d'une gouttière en termes de propreté et également l'état d'un skydome sur lequel il peut y avoir un dégât ou plutôt une eau un peu stagnante. Sur le spectre visible, on a donc ce genre de lever de doute et on peut également l'avoir sur le spectre invisible avec des caméras thermiques.
donc nativement intégré à un autre drone sur un format identique. Vous allez avoir donc un écran plus ou moins scindé avec d'un côté la caméra thermique, de l'autre côté la caméra visible. Le but est encore une fois de pouvoir faire votre inspection très rapidement et très facilement en faisant votre premier lever de doute. Donc là, sur les photos, on peut voir rapidement les sources de chaleur qui sont prises au niveau de la caméra thermique. Et sur le second écran, sur le côté, on va pouvoir voir directement les choses à identifier. Donc typiquement de l'eau stagnante sur le Skydome et également les différentes sources de chaleur qui vont ressortir par rapport aux différentes gouttières. Notez également que l'on peut voir facilement sur la porte de notre entrepôt qu'il y a une grosse déperdition de chaleur au niveau de la sortie, et vous pouvez identifier sur le spectre visible et annoter, alors que le drone est en vol directement, les choses à aller contrôler. De la même manière, lorsque vous étendez un peu votre offre, on a la possibilité avec les drones de faire de l'inspection, mais également de l'inspection liée à du panneau solaire. Aujourd'hui, c'est une norme, plutôt une chose qui va rentrer de plus en plus dans les mœurs, dans la couverture, dans le sens où il peut y avoir du panneau solaire sur les bâtiments, et nous proposons des outils pour pouvoir faire en sorte de les inspecter, de faire un lever de doute sur les panneaux et de voir s'il y a des choses à faire. Donc typiquement, si vous avez de la salissure, si vous avez des cellules qui sont plus ou moins endommagées, le but avec un drone, c'est de faire votre première expertise avant d'aller sur le terrain et de pouvoir y apporter un constat à votre client. Dans le drone, vous n'avez pas que de l'inspection manuelle, mais vous pouvez également faire de l'automatisation, dans le sens où aujourd'hui, vous avez donc deux process. Un process que vous pouvez utiliser directement avec le drone en faisant manuellement votre vol, et un process automatisé, sur lequel vous allez pouvoir faire un plan de vol. Donc, typiquement, on va rentrer une zone donnée sur la radiocommande de votre drone, et le drone va pouvoir directement se balader sur la zone sous forme d'un plan de vol automatisé et sécurisé, au-dessus d'une toiture, donc d'un bâtiment ou d'une charpente par exemple. Le but de tout ça, c'est de pouvoir ensuite, en post-traitement, sur une deuxième étape, c'est-à-dire sur un ordinateur en traitement, faire ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Donc typiquement, c'est de l'assemblage de photos dans le but de faire de la mesure précise. Typiquement, sur notre bâtiment, nous avons fait passer le drone au-dessus de celui-ci, et après traitement de ces images qu'on va pouvoir récupérer, on a pu faire directement de la mesure dans le but de pouvoir faire du chiffrage après auprès des artisans qui vont pouvoir monter et faire les choses à faire sur les toitures. Ça marche pour des toitures qui sont plates directement sur les bâtiments comme le nôtre, mais également sur des toitures beaucoup plus complexes avec différents pans. Notre offre également vous propose de pouvoir faire du nettoyage, puisqu'aujourd'hui on a une toiture effectivement et on n'est pas forcément obligé de pouvoir faire du changement sur la toiture, mais on passe par du nettoyage. Donc nous proposons également des offres qui vont pouvoir vous proposer du nettoyage via des drones, puisque nous avons différents drones adaptés à différentes activités. Donc le nettoyage, c'est assez simple, c'est un système de drones volants qui peut aller jusqu'à 35 mètres de distance par rapport au sol. Vous avez un câble qui va lui envoyer le produit via une motopompe que vous aurez, donc sous deux formats. Un produit actif qui va immédiatement agir sous quelques jours et vous verrez directement le résultat, ou un produit qui est dit bio avec une action lente qui permettra de pouvoir agir plus lentement mais plus respectueux de l'environnement. Et pour les endroits où le drone ne pourrait pas éventuellement agir pour des contraintes d'environnement, par exemple, nous proposons une solution complète avec des perles qui permettront de pouvoir faire en sorte d'aller dans les endroits où le drone ne peut pas y aller pour des contraintes environnementales. Vous avez entendu éventuellement le fait que les drones sont très réglementés en France. Nous sommes centre de formation donc pour cette partie-là. Donc la formation, c'est quoi? C'est trois éléments qui se décomposent en deux grosses parties. La formation télépilote de drone professionnel, qui est donc une première partie théorique, où on vous apprend les règles de l'air, ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, et surtout à faire les demandes d'autorisation pour pouvoir faire le vol en agglomération principalement et à proximité de la voie publique. La deuxième étape est la formation pratique sur laquelle vous allez directement vous mettre en condition réelle avec nos formateurs expérimentés
qui vont faire en sorte de dégrader le vol de votre drone pour que vous puissiez faire face à n'importe quelle condition environnementale qui serait liée à du vent et autres contraintes, de façon à ce que votre mission soit la plus pertinente possible et la plus sécurisée possible. Le maître mot aujourd'hui de nos drones, c'est sécurité par rapport à votre environnement de travail, efficacité et du coup multiplier les missions pour faire du levé de doute et de l'inspection. On propose également des activités métiers dans le sens où on a des formations qui sont liées au nettoyage vraiment typique de toiture et du démoussage. Mais dans ce même cadre-là, on propose également des formations qui sont liées à n'importe quelle activité. Typiquement, si vous avez de l'inspection à faire avec un drone, on vous accompagne de A à Z, de la prise de conseil à la commercialisation jusqu'après la prise en main de votre appareil directement pour que vous soyez serein sur vos missions lorsque vous allez chez votre client. J'en profite également pour vous dire que nous sommes centre de formation Calliope, dans le sens où vous pouvez donc vous faire financer cette formation par vos OPCO, ce qui permet de pouvoir avoir un financement adapté à celui-ci pour cette activité. J'en profite pour vous faire voir une vidéo de mise en œuvre de notre application drone. Donc simplement, vous verrez un cas concret sur un bâtiment, le nôtre en l'occurrence, qui fait 11 mètres de hauteur, donc ce qui serait compliqué dans le sens où il faut forcément se rendre sur place. Le drone est ainsi, donc c'est un petit drone pas très gros, le bâtiment est ainsi, et la mission se déroule assez rapidement et on l'a fait plus ou moins en temps réel. On va décoller l'appareil et enfin se mettre en stationnaire de façon à pouvoir aller zoomer très fortement. Donc, cette mission a été réalisée à 10 mètres de hauteur de la cible. Vous pouvez noter la qualité des zooms que l'on peut faire avec la caméra visible au niveau de celui-ci pour pouvoir repérer quels sont les problèmes. Typiquement sur la zone, on peut associer une caméra thermique de façon à voir, donc là typiquement vous avez de l'eau stagnante au niveau de la zone et l'intérêt, et vous voyez ici, il n'y a pas de garde-corps, ce qui pourrait rendre l'intervention dangereuse au niveau de l'intervention physique avant l'intervention qu'il y a à faire pour pouvoir faire de la réparation. Uniquement pour la levée de doute, l'intérêt du drone c'est ça, c'est vous sécuriser, vous mettre directement à l'endroit qui est safe pour vous et faire voler le drone à une distance donnée pour pouvoir aller sur la zone. Et donc typiquement, le bâtiment qui est là, j'ai pu le faire en quelques minutes en allant voir les différents quatre coins du bâtiment et pouvoir inspecter rapidement et facilement. Et comme on pourra le voir dans quelques secondes, on pourra repérer directement qu'il manque quelque chose à cette toiture. Et donc du coup, si on ne se rend pas sur place, on n'aurait pas pu se rendre compte qu'il manquait quelque chose. Donc là, l'intérêt de cette solution, c'est sur le spectre visible de faire un lever de doute et de pouvoir constater quel est le problème éventuellement. Et sur le spectre invisible, de pouvoir constater donc les déperditions de chaleur qui sont associées, tout simplement par rapport à celle-ci. Donc là, on peut vraiment aller zoomer très fortement sur la zone, de façon à pouvoir constater quelque chose d'assez précis par rapport à ça. J'en profite pour vous dire que sur les nouvelles technologies d'appareils, on a maintenant d'intégrer des télémètres laser qui permettent de pouvoir faire de la mesure en direct alors que le drone est en vol, de façon à pouvoir directement faire de la mesure avec un degré de précision qui sera donné, de façon à avoir des mesures de distance et de surface. Sur cette voiture, on voit que l'élément manquant sur la gouttière précédente est arrivé à un autre endroit. Cela nécessitera bien évidemment une intervention de la part d'un technicien agréé et sécurisé avec une nacelle pour pouvoir faire les choses correctement, de façon à pouvoir remettre en ordre la toiture en termes de fonctionnement. Et après, dans cette mission, le but est d'inspecter, de voir ce qu'il en est. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir le faire rapidement en corrélation avec la caméra thermique, la caméra visible par rapport à celle-ci, et suivre le bâtiment qui fait environ 30 à 40 mètres de longueur sur à peu près une dizaine de mètres en largeur. Et donc typiquement, vous voyez, le temps que j'ai pu vous présenter cette solution, l'inspection a été faite et vous avez ici le détail de ce que l'on peut vous proposer avec un zoom très performant à 10 mètres de distance et à peu près 15 mètres de la cible. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je suis bien évidemment disponible pour répondre à vos questions si vous en avez par rapport à celle-ci. Merci beaucoup Jérémy. Je donne la parole à Stéphane Marais de CoverGuard. Merci Stéphane d'être parmi nous aujourd'hui. On vous donne la parole. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Stéphane Marais, je suis responsable support technique et formateur pour le groupe CoverGuard.
Le groupe Coverguard donc est un fabricant de tout ce qui est équipement de protection individuelle. Nous existons depuis plus de 85 ans, nous sommes présents dans une centaine de pays et nous équipons les professionnels, la majorité des professionnels en tout cas, depuis la tête jusqu'aux pieds. Dans ce webinaire, je vais vous parler des différents équipements à utiliser dans votre métier. Mais avant tout, on va faire un petit point sur les différents risques auxquels vous êtes exposés. Alors, ça marche pas. Ah, c'est bon. Descends. Alors, pour commencer, les travaux de toiture réalisés par les couvreurs sont classés comme l'un des travaux les plus dangereux du BTP. On peut voir que en 2021, 20% des accidents étaient dus à des chutes de hauteur. Mais il n'y a pas que les chutes de hauteur. Il y a également ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, qui représentent 93,1% dans la répartition des maladies professionnelles. Dans les risques de chute, 40%, vous représentez 40% des victimes. Donc, ce qui est énorme. Donc, d'où l'importance de vraiment s'équiper avec des bons EPI. Les risques les plus évidents, bien sûr, on part de la chute. On l'a vu tout à l'heure avec nos autres partenaires. Et il y a de nombreux équipements à mettre en place. On passe d'abord par les équipements de protection collective. Mais si on ne peut pas se satisfaire de ça, il faut aller jusqu'aux équipements de protection individuelle. Donc, les risques sont bien sûr les accès en pente glissante. Les obstacles qu'on peut trouver sur les plateformes et passerelles, donc ça c'est une question d'organisation. Bien sûr, les mauvaises mises en place d'échafaudages et des échelles qui sont mal fixées. On a également l'absence de moyens de protection collectifs. Ça peut arriver, hein, même si au départ vous devez en mettre, mais parfois tout le monde n'est pas équipé de ces systèmes-là. On l'a vu tout à l'heure, les chutes à travers d'une couverture, ça représente 27% des chutes graves et mortelles. Donc c'est le premier accident lorsque vous travaillez sur des toitures. Et on a parlé tout à l'heure également des TMS dus au port de charges lourdes. Donc, tout ça, eh bien, il y a des équipements qui vous permettent justement d'éviter ces chutes ou de limiter également vos TMS. Alors, pour commencer, on va avoir bien sûr tout ce qui est le système anti-chute. Alors, quand on parle d'anti-chute, il faut savoir qu'il y a 3 composants indissociables. On parle de la préhension du corps, donc du harnais, qui doit être normé EN 361. On a différents harnais sur le marché avec plus ou moins de confort, donc ça c'est une notion importante à savoir quand vous sélectionnez votre équipement avec des ceintures lombaires, avec des systèmes avec des sangles élastanes pour plus de confort, plus de mobilité. Il faut également une liaison anti-chute qui peut être donc soit une longe de retenue, soit une longe avec absorbeur d'énergie, donc afin en cas de chute de limiter la force de choc. Pour rappel, la force de choc, c'est l'impact que vous ressentez lorsque vous chutez. Elle est limitée à 600 dames, 600 kg. Si vous êtes au-delà de ces 600 dames, votre corps va subir des traumatismes irréversibles, voire mortels. Et puis, bien sûr, un système d'ancrage fiable. On en a parlé tout à l'heure également. Alors, il peut être de façon permanente ou bien de mise en place de façon provisoire. On est sur les provisoires en norme EN 795. Il faut également un casque chantier avec jugulaire. Ça, c'est plus intéressant aujourd'hui parce que vous évitez le risque de perte de casque en cas de chute. 2 normes possibles. Vous avez la norme EN 397 pour les casques de protection pour l'industrie. Mais on trouve également sur le marché des casques d'escalade normés EN 12492. Alors là, c'est un peu au choix de l'utilisateur. On va plutôt favoriser le 397 qui est plus ciblé pour les professionnels, mais on sait que beaucoup de personnes qui travaillent sur les toits font également parfois de l'escalade et veulent retrouver leurs équipements qu'ils utilisent au quotidien dans le loisir. Une chaussure de sécurité fait partie également des EPI pour éviter la chute, puisqu'on parle d'accroche, des grippes. Alors, il faut savoir que la norme a évolué en 2022, la nouvelle norme ISO 23145. Sur le marché, il existe différents types de chaussures qui vont du S1P, donc ce sont des chaussures qui bénéficient d'une coque anti-écrasement et d'une semelle anti-perforation, en environnement sec, et les modèles S3 qui sont les mêmes équipements mais avec une tige, donc la partie supérieure, qui est éprouvée contre lui.
Il faut savoir que cette nouvelle norme EN ISO 23145 impose une nouvelle norme qui s'appelle LG pour ladder grip. Cette nouvelle norme impose un design particulier de semelle pour pouvoir accéder sur une échelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait, vous en tant qu'utilisateur, vous privilégiez les chaussures confortables type basket. L'inconvénient d'une basket, c'est une semelle lisse. Et si vous glissez, c'est accidentogène, c'est-à-dire que vous pouvez glisser sur le barreau d'échelle. Donc la nouvelle norme impose un design de talon spécifique avec, comme vous pouvez voir au milieu de la cambrure, des systèmes de petits crampons qui vont agripper sur les barreaux d'échelle. Donc aujourd'hui, dès lors que vous devez accéder sur un site par une échelle, vous devez utiliser une chaussure qui est normée LG, donc ladder grip. Mais ces travaux de toiture exposent également à d'autres risques que les risques de chute. Bien sûr, vous avez les risques météorologiques, donc on va parler des UV, hyper important pour les gens, surtout en été. Donc il faut vraiment s'équiper de vêtements anti-UV, normés EN 1358. On parle de la valeur UPF. Pour que les vêtements soient anti-UV, il faut que leur performance soit supérieure à 40. Alors quand on parle de 40, ça veut dire que si par exemple il vous faut 20 minutes pour prendre un coup de soleil, avec un vêtement UPF 40, il faudra 40 fois plus de temps. Ensuite, on a également les vêtements de protection contre la pluie, normés EN 343. Donc ces vêtements disposent de deux tests. Un test donc, de performance de résistance à la pluie qui va de 1 à 4, 4 étant le plus performant, et également un de respirabilité. La respirabilité d'un vêtement, c'est hyper important. C'est sûr que si vous êtes très chaud, si vous suez à mort dans votre vêtement, vous allez être en condition de stress thermique et forcément vous ne serez pas pleinement focalisé sur votre travail et donc vous vous mettrez en situation de risque d'accident. On a également les vêtements de protection contre le froid. Alors quand on parle de froid, il y a deux types de froid. Il y a le frais en fait qui va de moins 5 degrés et au-dessus, et donc la norme EN 14058, et les vêtements de protection contre le froid qui vont de moins 5 degrés et en dessous. C'est hyper important parce que ces vêtements, on va déterminer la valeur I clair, qui est une valeur du performance du vêtement qui vous permet d'identifier, surtout de déterminer les conditions de travail et la performance du vêtement par rapport à l'environnement, c'est-à-dire la température extérieure et également votre activité et l'énergie que vous allez dégager. Ça permet de combiner à la fois le confort thermique et la protection contre le froid. Des rayons de protection contre la projection des éclats, mais également contre les rayons du soleil. Ces lunettes sont hyper importantes. L'œil est un organe qui est difficile à réparer, comme vous le savez. Et si vous voulez pouvoir le soir rentrer voir vos enfants, eh bien, il faut protéger vos yeux. Les lunettes solaires ne sont pas faites uniquement pour faire le beau, comme on dit. C'est vraiment très efficace. Il faut savoir qu'on a sorti dernièrement des nouvelles lunettes qui sont photochromiques. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité, dont la teinte a la capacité de s'adapter aux variations de luminosité en extérieur. Vous avez également les protecteurs auditifs. Alors depuis 2018, il faut savoir que la protection individuelle contre le bruit est devenue un EPI de catégorie 3. Quand on parle de catégorie 3, on parle de risque mortel ou irréversible. Donc hyper important. Il est vrai que les dommages occasionnés au niveau du conduit auditif sont irréversibles. Donc vous avez de nombreux choix, soit vous avez les casques anti-bruit, les bouchons anti-bruit, ou bien les casques qui viennent se fixer sur les casques chantiers. Bien déterminer le SNR. Le SNR, c'est le niveau de réduction que va vous procurer le casque. Il faut savoir que dans la réglementation, à partir de 80 décibels, on doit mettre à disposition des EPI, et au-delà de 85 décibels, le port des anti-bruits sont obligatoires. Et après ça, il faut savoir que tous les 3 décibels, le son est multiplié par 2. On est sur une croissance logarithmique. Donc un son à 100 décibels, c'est extrêmement fort. Donc si vous avez un casque qui propose un SNR de 30 décibels, cela signifie que si vous avez un environnement à 100 décibels, vous mettez ce casque, votre perception reviendra à 70 décibels. Donc très important. Et les gants de protection, les mains c'est un de vos outils principaux, donc hyper important, il faut savoir lire les normes. Les gants de protection sont encadrés par la norme EN 388 qui va donc qui va indiquer 6 tests de performance.
Le premier test étant l'abrasion. Le principe, c'est de tester l'usure du vêtement, sa durabilité. Donc on va de niveau 1 à 4, et 4 étant le meilleur niveau de performance. Ensuite, on a un premier test de résistance à la coupure, qui s'appelle coupe test, qui va de niveau 1 à 5. Le principe, c'est d'éprouver dans la durée la résistance à la coupure avec une lame circulaire et une pression constante de 5 newtons, soit 500 grammes. Le test de la déchirure, là encore une fois, on est plutôt sur une notion de durabilité du produit. Donc on va tester, on va étirer la matière, niveau de 1 à 4, et voir avec le 4 niveau le plus résistant. Le test de résistance à la perforation, donc quand on parle de perforation, on parle de clou. Le clou qui sert pour le test a un diamètre de 4,5 mm, donc on n'est pas sur les échardes, on n'est pas sur les épines très fines, on serait sur une autre norme qui sera plus proche des tests pour les seringues hypodermiques. Le nouveau test de coupure TDM qui lui en fait devient le test principal de résistance à la coupure puisqu'il est plus exigeant et on parle de tranchage, c'est-à-dire qu'on fait une pression et on fait une incision sur 20 mm, on n'est pas sur la durée, il est plutôt sur la force avec un niveau de A à F, F étant le plus performant, F correspond à une pression de 3 kg de la lame sur le gant. Et enfin, on a des gants normés anti-impact. Ce sont des gants qui bénéficient de structures en gomme sur le dos de la main, qui ressemblent un peu aux gants de moto, mais ce ne sont pas des gants moto. Le principe du test, c'est de pouvoir amortir une partie du choc que l'on va recevoir sur le dos de la main. Et bien sûr, vous avez les protections respiratoires. Alors, une protection respiratoire très importante dans votre métier. Vous êtes exposé à des poussières, comme les fibres minérales dans l'amiante, on le voit souvent, et également les solvants ou les fumées. Exposé de différents types de masques, même si aujourd'hui on est un peu réfractaire à ces masques avec la période Covid, mais il faut les porter. Vous avez des masques de type FFP1, FFP2 ou FFP3, ce sont des masques jetables. Comme vous pouvez le voir, les FFP1 vont ne filtrer que 80% des particules, donc un taux de fuite de 20 à 22%. Les FFP2 vont filtrer 94% des particules avec un taux de fuite de 8%. Et FFP3, une filtration à 99%, donc ce qui est le plus performant d'ailleurs pour les fibres amiantes. Il faut du FFP3 impérativement. D'accord ? Votre choix peut également s'orienter sinon sur des systèmes de protection respiratoire réutilisables, c'est-à-dire que vous avez un support rigide qui peut se rincer et vous êtes dessus, vous fixez des cartouches, des filtres qui peuvent être à la fois particules ou bien particules et gaz et vapeurs organiques et inorganiques à votre choix. Bien sûr, il est important d'identifier avant, on en a parlé tout à l'heure, lorsque vous faites exposer un métier, il faut absolument identifier les risques auxquels vous êtes exposé et mettre les EPI adaptés. Voilà. Donc, le choix du bon EPI, il est important, il n'est pas juste là pour faire plaisir à la réglementation. Il doit vraiment être là pour vous permettre de travailler bien et en toute sécurité. Donc n'hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin de renseignements pour savoir comment choisir vos EPI et comment identifier les normes qui vous permettent justement de choisir un EPI qui corresponde au niveau de risque auquel vous êtes exposé. Voilà. Merci à tous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Stéphane pour votre intervention. Tous, n'hésitez pas à poser vos questions. On a une main levée, Monsieur Roquin, on va lui donner la parole. Monsieur Roquin, vous souhaitez intervenir? Oui, bonjour à tous, merci de me laisser la parole. J'avais une question au niveau des drones parce que moi j'en ai un depuis très longtemps et que je ne me sers plus à cause des problèmes de demande. À chaque fois qu'on le sort, il faut faire une demande. Donc le monsieur parle de gagner du temps pour faire une inspection, mais il ne parle pas trop du temps qu'on passe au niveau des demandes administratives. Alors, tout à fait, bonjour monsieur, merci pour votre question. Effectivement, vous l'avez souligné, c'est important. Aujourd'hui, une demande d'autorisation doit se faire systématiquement à minima 7 jours avant l'intervention.
Cependant, cette demande d'autorisation, elle prend à peu près entre 2 et 6 minutes à peu près. On a des plateformes automatisées qui maintenant vont faire en sorte de, non pas vous mâcher le travail, mais vous aider fortement sur les demandes d'autorisation. Tout automatisé, vous avez simplement qu'à donner le descriptif de votre travail que vous allez faire sur site pour pouvoir avoir la demande qui soit faite et que vous avez une réponse ou pas de réponse de la part de l'aviation civile qui va valider ou non votre mission pour le coup. Donc ça peut être assez rapide quand même. Mais c'est à faire forcément à minima 7 jours avant. D'accord. Et si, par exemple, ils ne valident pas, parce que moi je suis à Tours, donc à Tours, on a quand même pas mal de châteaux et compagnie, on a l'aéroport. Donc, on rencontre quand même apparemment quelques problèmes parce que moi, j'ai abandonné le drone depuis très longtemps parce que, à cause de ces problèmes-là. Je l'ai acheté avant que la législation change. Donc, je me retrouve avec un drone sur les bras et puis, je m'en sers plus. Donc, c'est vraiment un problème. Et j'ai d'autres collègues qui le font, mais apparemment, ils le font un peu à l'arrache, je dirais. Alors effectivement, la réglementation est comme bien présente sur le marché, elle est là pour réglementer et elle est surtout là pour éviter que n'importe quel utilisateur non averti des risques qu'un drone peut causer le fasse décoller de n'importe comment. Donc je vous l'avais dit, elle est très présente mais elle est importante et aujourd'hui avec les outils qu'on va avoir, elle nous permet de pouvoir, grâce à différentes plateformes, de pouvoir le faire assez rapidement. Mais oui, effectivement, je vous rejoins sur ce point, elle est très présente, mais encore une fois, elle est importante pour ne pas qu'il y ait trop de dérives. Ok. Et après, savoir, je me permets de complémenter, on peut faire cette demande sur un mois en fait. On n'est pas obligé de faire juste sur un créneau que vous aviez choisi. D'accord. Dans la doc qu'on va recevoir, on aura toutes ces explications-là et comment vous joindre de toute façon, je pense. On vous enverra nos coordonnées, vous pouvez nous joindre bien entendu si on peut vous répondre, sinon on vous met en relation avec le partenaire qui pourra vous donner tous les détails. J'en profite pour pouvoir vous orienter vers notre site abot.fr sur lequel vous allez pouvoir retrouver bien évidemment les produits que nous proposons, donc des drones des plus petits ou plus gros qui sont en adéquation avec la réglementation, mais également les formations sur lesquelles vous pourrez être mis en relation pour interagir avec nos formateurs. N'hésitez pas à répondre à notre formulaire de contact. Si vous avez des questions à ce sujet, nous nous ferons un plaisir de pouvoir répondre directement à vos questions. Super, merci bien. Je vous en prie. Et pour compléter, nous pourrons également mettre à votre disposition les ressources, notamment de l'OPP-BTP qui a pas mal communiqué sur le drone. Ils ont tout un dossier aussi et vous rappelez la réglementation. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi, j'ai une question pour Christophe. En attendant que vous posez vos questions sur le chat, quand on parle d'échafaudage et de protection de rive, quelles sont aujourd'hui les principales erreurs ou négligences que vous constatez encore sur les chantiers? Ah, merci pour la question. C'est une bonne question. Bon, alors, c'est une très bonne question et je vais y répondre. Comment dire? Bon, l'entreprise va bientôt avoir 50 ans. Moi, ça va faire 25 ans que je suis dans cette entreprise. Et j'ai dit la dernière fois, je sais plus, je pense que j'ai vu que Sébastien était là. On a échangé avec des couvreurs. On fait des journées de formateurs, on fait des sur la couverture, etc. Et malheureusement, avec autant de temps, je n'ai jamais pu envoyer mes équipes pour faire des vidéos ou des photos avec un échafaudage on va dire complètement conforme. Donc déjà, ça veut dire qu'il manque toujours quelque chose. Concrètement, les choses malheureusement qui peuvent être oubliées ou mal mises en place, ça va être chez nous les garde-corps d'abou. Les abous vont être malheureusement parfois inexistants ou alors ça va être
on va fermer la boue de l'échafaudage d'une manière qui n'est pas conforme. La mixité du matériel, comme je disais tout à l'heure, elle ne va pas être validée ou vérifiée. Et on a encore quand même parfois de l'utilisation de bois ou des listes manquantes ou des plaintes. Donc il va toujours manquer quelque chose. En grande partie, aujourd'hui, on a des choses bien plus conformes qu'il y a une vingtaine d'années, ça c'est une évidence, avec une bonne prise de conscience, avec des demandes d'information, de formation, de contact. Donc ça va plutôt bien, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir l'intégralité du matériel bien positionné. C'est pas simple non plus, je pense. Donc, il faut, nous, qu'on accélère sur la formation pour vraiment avoir un échafaudage parfait. Donc, il va manquer parfois quelques matériels. C'est pour ça qu'on a mis en place les déblocages de chantier avec des départs sous 24-48 heures de notre entreprise. Et ensuite, un manquant assez beaucoup plus régulier, ça va être la protection de rive. La protection de rive, c'est vrai qu'on la voit trop peu sur les chantiers. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, et qui va bientôt sortir, le guide donc de solutions de protection de rive, donc avec un certain nombre d'industriels qui ont participé, et cet état des lieux qui a été fait au niveau national. Voilà. Donc, quelques matériels qui peuvent manquer sur des échafaudages bas de pente, sur des garde-corps, lisse, plainte, protection d'abus. Et puis, par contre, les rives, là, on a tous un très, très gros travail à réaliser pour les mettre en protection collective, je parle. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Eh bien, je vais en profiter encore, tant que je n'ai pas encore de questions sur le chat. Jérémy, concrètement, à partir de quand l'usage d'un drone devient vraiment rentable pour une entreprise de couverture? Concrètement, alors merci pour la très bonne question. Concrètement, le but c'est, voilà, lorsque vous avez à multiplier les interventions d'inspection et de levée de doute, le but principal du drone c'est de pouvoir le faire rapidement et de le multiplier. Vous le savez, aujourd'hui il faut se sécuriser et il y a un enjeu majeur qui est la sécurité de la personne qui va monter sur le toit. Donc j'ai pas une notion vraiment en termes de temps donné pour le rentabilité, mais surtout une notion de sécurité que l'on va mettre en avant. Donc l'idée c'est de pouvoir vous sécuriser, d'aller sur la zone et de pouvoir le faire rapidement. Et donc plus on fait votre mission rapidement, du coup plus on peut en faire un grand nombre et du coup forcément multiplier les missions par rapport à cela. Donc le maître mot c'est vraiment sécurité de l'appareil, levée de doute rapide de la zone et donc multiplier les missions. Merci beaucoup. Stéphane, quels sont selon vous les EPI les plus souvent mal utilisés ou négligés sur les chantiers de couverture notamment, et comment faire évoluer ces pratiques? Très bonne question. C'est vrai que les principaux objets qu'on va trouver au quotidien en premier, c'est les chaussures et les casques chantier. Après ça, souvent, je disais, les protections respiratoires. On ne fait pas très attention à ça. C'est vrai que le masque est vu plutôt comme une contrainte au quotidien. Mais en fin de journée, quand on voit les gens se moucher et que c'est noir et parce qu'ils ont une quantité de poussière dans les voies respiratoires, c'est vraiment pas bien. Également, la protection du bruit. Les gens se sous-équipent, ne font pas attention. Et quand on commence à sentir avoir des petits arsènes ou des petits sifflements dans les oreilles, les traumatismes commencent à se faire. Donc il faut vraiment focaliser sur ces équipements qui ne sont pas forcément les plus évidents, parce qu'on n'a pas de notion de douleur immédiate. Quand on a mal aux mains, ça se voit tout de suite, c'est une coupure, ça se voit tout de suite. Donc là, les gens, pour eux, c'est flagrant. Mais les mots que l'on va avoir au niveau de l'auditif et du respiratoire, c'est sur le long terme. Donc c'est moins flagrant. Et malheureusement, quand c'est là, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est irréversible. Voilà. Très bien. Écoutez, un grand merci à vous tous pour votre participation. On arrive à la fin du temps prévu.